Bonjour à tous, Teddy Baldassare ici et dans cette vidéo, nous avons une nouvelle session de questions-réponses posées sur X, sur la communauté YouTube et sur Instagram. Quelles sont les questions que vous avez pour moi et aujourd'hui, nous allons y répondre. Très bien, première question. Comment fait-on pour avoir la chance de travailler dans l'horlogerie? Je ne pense même pas que ce soit une question de chance. Je tiens aussi à préciser que si vous souhaitez participer à cela, ce serait un plaisir de vous avoir et nous recherchons toutes sortes de parcours professionnels. Nous pouvons afficher à l'écran certains des métiers que nous recherchons. Je veux aussi clarifier le fonctionnement. Nous ne cherchons pas quelqu'un qui possède une collection incroyable, comme on pourrait l'imaginer. Il ne s'agit pas de combien d'argent vous avez dépensé pour votre collection afin d'apparaître dans la vidéo. C'est vraiment une question de passion pour les montres. Et tout l'objectif de cette série est de présenter les gens et de montrer comment ils ont un lien avec les montres en fonction de leur profession et de leur utilisation quotidienne. Il existe aussi des vidéos où des personnes très aisées exhibent leurs montres, mais je voulais m'en dissocier. Je veux que cette série mette vraiment en avant les gens et parle de leur quotidien pour montrer comment ces montres peuvent s'intégrer et comment tout cela a pu se dérouler. Donc, j'aurai dans la description un lien où vous pourrez soumettre votre candidature si vous souhaitez participer à cela. L'autre chose à laquelle je veux attirer votre attention, c'est que même si ce n'est pas forcément évident, nous prendrons en charge votre vol pour venir. Nous prendrons en charge votre voyage pour venir passer la journée avec nous afin de tourner l'émission. Nous filmerons toutes vos montres. En général, ce que nous faisons, c'est que nous vous faisons venir et nous filmons toutes vos montres la veille. Le lendemain, nous filmerions l'interview pour la chaîne principale. Donc, si vous voulez participer, si vous exercez l'un des métiers qui s'affichent à l'écran en ce moment, je parle par exemple d'infirmier, d'enseignant, ce sont le genre de professions que nous recherchons et nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. J'adorerais le faire et j'espère vous pourrez voir ça sur la chaîne à l'avenir. Prochaine question. Quelle montre de votre collection a le plus de valeur pour vous? Il y a donc quelques montres qui pourraient prétendre à ce titre, mais je dirais probablement que celle qui compte le plus est vraiment l'une des seules montres de ma collection qui a une véritable histoire familiale, une valeur sentimentale à ce niveau-là, et il s'agit d'une Wittenauer. C'est une montre qui a été offerte à mon arrière-grand-père qui est venu d'Italie dans les années 1920 et il a fondé une famille. Il a eu 11 enfants. Ce n'était pas la famille la plus aisée avec ses 11 enfants, mais ils ont mis tout leur argent en commun et ils ont acheté cette montre Wittenauer plaquée or comme symbole de ce qu'il a sacrifié pour venir aux États-Unis et commencer une nouvelle vie ici. Mon père et moi avons le nom de mon arrière-grand-père. À un moment donné, mon arrière-grand-mère nettoyait ses affaires après son décès. Elle a pris mon père à part et lui a remis cette montre en disant « Tu es le seul Baldassare. Prends-en soin. » Et cette montre a finalement fini par m'appartenir. Je ne savais même pas que cette montre existait, mais quand mon père me l'a donnée et m'a raconté son histoire, ça a fini de me convaincre. C'est comme si, d'accord, je fais ce qu'il faut au quotidien. C'était presque comme un signe du destin. Et la montre n'a pas vraiment beaucoup de valeur monétaire, mais ce n'est pas ça qui compte. Mais c'est la montre que je sauverais, comme en cas d'incendie à la maison. Il y a cette question, quelles seraient les montres que tu prendrais en cas d'incendie à la maison? Si tu ne pouvais en prendre qu'une, ce serait probablement celle-là. Cette montre symbolise pour moi une grande devise, l'opportunité offerte par les personnes et la famille qui t'ont précédé, te donnant une chance dans la vie et la possibilité d'être où tu es. Pour moi, cette opportunité est une obligation. Cette montre me rappelle ce principe fondamental et ma façon de vivre. La question suivante est, quel aspect d'une montre est le plus négligé lors de l'achat? Il y a de nombreux éléments à citer ici. Et pour moi, je dirais ce que j'ai remarqué dans ma collection. Et cela vaut aussi bien pour les montres que pour d'autres objets. Quelque chose que j'ai appris très rapidement, c'est que les gens voient souvent simplement un objet. Ils voient quelque chose à acquérir sans faire le lien avec leur propre vie. Je pense que l'aspect le plus important d'un achat de montre, souvent négligé, est comment cela s'intègre-t-il? Nous évoquons la polyvalence, la capacité à convenir à différents contextes lors de l'achat d'une montre, mais elle n'est pas une solution universelle. Vous devez réfléchir à votre propre situation et à la façon dont cette montre peut s'y appliquer, car il faut identifier quel est ce ratio entre le port et le plaisir. Et si vous ne trouvez pas d'occasion dans votre vie de porter une montre ou de voir comment elle peut s'intégrer avec les autres montres de votre collection, alors à quoi bon tout cela? Je pense qu'il faut porter ces objets pour vraiment les apprécier. Donc, si vous ne prenez pas en compte cette idée, je pense que vous passez à côté de quelque chose dans votre parcours de collectionneur.
C'est parfois difficile à déterminer et à prévoir comment je vais réellement vivre avec cette pièce. Mais à mesure que vous commencez à collectionner plus de montres, vous commencez à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Plus vite vous comprendrez cela, meilleur collectionneur vous serez. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas forcément relier ces points à votre mode de vie ni se mentir. Ne vous focalisez pas trop sur l'objet. Pensez à comment cela peut vraiment s'intégrer dans votre vie. Très bien, question suivante. Quelle est votre taille de montre préférée? Je ne pense pas qu'il existe une taille idéale. Encore une fois, nous parlons de beaucoup d'opinions subjectives et je regarde toujours les montres dans un paysage multidimensionnel afin de pouvoir identifier ce qui me convient le mieux. Même le rapport cadran-lunettes ou l'ouverture d'un cadran peut avoir un grand effet. Quel est le style d'une montre? Une montre de plongée de 40 mètres et une montre habillée de 40 mètres offrent des concepts très différents. La couleur du cadran peut l'influencer. Comment le bracelet s'intègre-t-il au boîtier? À quoi ressemble cette jonction? Est-ce sans couture, mâle, femelle, maillon? Comment tout cela s'assemble? L'épaisseur, on ne penserait pas que cela aurait un si grand impact sur le débordement au poignet, mais parfois, juste l'épaisseur et les proportions, ça peut tout déséquilibrer, même si toutes les autres dimensions sont correctes. Je remarque partout, en général, cette fameuse distance entre les cornes dont on parle souvent. Si je devais choisir une seule taille de boîtier, malgré tout ce que je viens de dire, si je devais en choisir une, parce que je sais que les gens n'aiment pas ceux qui ne se décident pas et je ne vais pas rester indécis ici. En répondant à cette question, je dirais que 39 mm est probablement la taille idéale pour mon poignet. Il m'arrive souvent d'aller au-dessus de ce chiffre. Il m'arrive aussi souvent d'aller en dessous de ce chiffre, donc c'est probablement ma zone idéale, autour de 38 à 40 mm avec 39 piles au milieu. Prochaine question, pensez-vous que Tudor va lancer quelque chose de plus lors de Watches and Wonders puisqu'ils fêtent leurs 100 ans? Je ne pense même pas que ça ait de l'importance que ce soit 100 ans ou non, et je n'ai aucune information privilégiée sur ce que Tudor va faire cette année. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils vont faire sensation tout au long de l'année. C'est devenu une habitude pour eux. Watches and Wonders n'est pas le seul moment où Tudor lance de nouvelles montres. Si je considère l'ensemble des sorties de cette année, je la vois dans son ensemble. Je porte actuellement une Tudor Black Bay 58 bleu à mon poignet. Elle est discontinuée, mais je crois qu'elle est sortie en juin 2020, donc vers le milieu de l'année. Cette année a été particulière pour l'industrie, car Baselworld a été annulé et de nombreux changements étaient en cours. Ce n'est peut-être pas l'exemple le plus pertinent, mais il y en a d'autres, comme la Tudor Ranger, sortie en juillet 2022 l'an dernier. Vous avez vu le modèle Dune de la Ranger. Et qu'en est-il de certains des modèles les plus populaires de la marque, comme la Flamingo Blue avec la Black Bay Chrono? C'était en janvier 2025 quand elle est sortie. Donc, c'est quelque chose que Tudor fait généralement. Ils ne vont pas sortir toutes leurs montres lors de Watches and Wonders. Beaucoup de marques participant à Watches and Wonders font cela en raison de la période précédant l'événement. Il me semble qu'ils ne peuvent pas sortir de produits durant cette période au début de l'année parce qu'ils ont un accord avec le salon selon lequel ils ne sortent des montres qu'après cette date. Mais beaucoup de marques adoptent cette mentalité afin d'avoir des lancements tout au long de l'année pour avoir différents points de contact. Et ce n'est pas tout d'un coup parce que le monde évolue très vite. Donc, pour répondre à votre question, oui, je m'attends à ce que Tudor sorte plus de nouveautés au cours de l'année. Prochaine question posée, je pense que j'aime plus la quête liée à l'achat de montres que le fait de les porter. Des avis? Eh bien, je pense que c'est une évaluation honnête dont la plupart des gens ne parlent probablement pas assez. Je veux dire, on glamourise toujours cette idée de la chasse. J'en parle assez souvent, mais c'est un vrai concept. Et je pense que la plupart des gens ne réfléchissent pas vraiment à cette idée lorsqu'ils cherchent à acquérir des montres. Et je suis un grand partisan du fait de profiter de ce que l'on a. Ce n'est pas toujours une question de chercher la prochaine chose, la prochaine chose, la prochaine chose. Je veux dire, essayez de rationaliser pourquoi cela se produit réellement et vous entrez dans cette période où vous découvrez de nouvelles choses, vous regardez des critiques, vous êtes sur des forums, vous interagissez avec des gens. C'est amusant. Cette période agréable est pleine d'incertitudes, comme une étoile mystérieuse menant à la prochaine montre. Il faut respirer profondément, c'est pourquoi j'en parle. C'est un marathon, pas un sprint. Il y a ce type de collectionneur que je vois tout le temps qui essaie juste d'arriver et de résoudre la collection de montres comme si c'était une tâche à accomplir et ça te donne presque un soulagement d'avoir terminé les choses. Et je pense que ça fait juste partie de notre câblage et de notre fonctionnement où on poursuit simplement l'objectif d'accomplir la tâche, le petit coup de dopamine qui vient avec le fait de dépenser de l'argent, et puis ça arrive. Et si tu as le mauvais état d'esprit à ce sujet, c'est là que cette chute peut se produire
où tu as l'impression de ne pas vraiment obtenir ce que tu voulais accomplir, et je pense que c'est une évaluation honnête. C'est vraiment une bonne chose d'en parler parce que je ne pense pas que suffisamment de gens y réfléchissent. Prends vraiment un moment pour y penser et sois honnête avec toi-même la prochaine fois que tu achèteras une montre. Est-ce que je ressens encore de l'excitation pour cet achat ou est-ce que je cherche déjà la prochaine chose? Et je pense que c'est quelque chose que tu dois vérifier toi-même de temps en temps parce que si tu ressens ça, tu devrais peut-être réévaluer toute ton approche pour pouvoir continuer à profiter de cette passion. Ce n'est pas juste une question de chercher un shoot de dopamine après l'autre. Ce n'est pas ça, la collection de montres. Il s'agit de vivre avec ces objets, car sans cette expérience vécue avec la montre à ton poignet, ces montres ne signifient pas grand-chose. Oui, elles peuvent être une belle expression du savoir-faire. Oui, elles peuvent refléter l'ingénierie. Mais au final, une montre devient spéciale grâce à ta connexion avec elle. C'est là que je ressens le lien le plus fort avec les pièces que je possède. Et c'est pour ça que je peux répondre à la question « Quelle montre je prendrais en cas d'incendie ?» Il n'y a eu aucune recherche pour cette montre Wittenauer qui a été offerte par mon arrière-grand-père à mon père, puis à moi. C'est quelque chose que j'ai découvert grâce à ma propre passion et simplement au fil des hasards de la vie. Je pense que cela exprime mieux ce qu'est l'horlogerie et pourquoi ce sujet me passionne autant. Prochaine question. Si demain tu apprends que tu vas devenir papa, quelle montre lui achèterais-tu pour lui léguer plus tard? Je peux répondre directement à cette question car c'est ce qui m'arrive. Dans 12 heures, je pars à l'hôpital avec ma femme et cela va vraiment se produire. Notre fils va naître dans les prochaines 72 heures si tout se passe bien. Pour répondre à cette question, voici mon idée. Je vais publier une vidéo à ce sujet. Mais mon idée pour créer ce lien avec mon fils, c'est d'acheter une montre que j'aurais achetée uniquement dans le but de la lui transmettre un jour. Je vais faire graver cette montre. Je vais la porter. Je vais vivre des expériences avec elle. Il va probablement me voir porter cette montre au fil des années. Et au moment où cela semblera juste, je finirai par lui donner cette montre. Ce sera sa montre, mais j'aborde tout ce processus en sachant que ce sera sa montre. Il y aura peut-être d'autres montres offertes, mais je pense que ce serait amusant d'en acheter une pour marquer l'occasion. Qu'elle soit la représentation de ce moment et qu'elle devienne aussi une montre qui puisse évoluer et faire partie de notre quotidien ensemble au fil des années. Tu sais, pendant qu'il grandit. Donc, ce sera mon idée pour ce nouveau chapitre, ce qui m'enthousiasme beaucoup, mais il faudra attendre pour voir exactement quelle sera cette montre. Prochaine question, quel est ton avis sur les deux nouvelles couleurs de la nouvelle Grand Seiko OVNI d'hiver? J'ai une préférence pour la verte. J'ai longtemps hésité sur le cadran que je préfère pour la OVNI Diver Lucio 300. Au départ, quand j'ai fait cette vidéo avec Joe Kirk où on s'est assis ensemble, d'habitude je penche toujours vers le bleu, mais dans cette vidéo, mes yeux se sont immédiatement tournés vers le vert. Et je pense qu'en partie, c'est simplement parce qu'il n'y a pas vraiment cette idée d'une montre de plongée verte chez Grand Seiko. Donc c'est vraiment une nouveauté, mais il y a aussi un autre aspect qui m'a probablement attiré, et c'est le véritable procédé de revêtement multicouche. Donc il y a le revêtement optique multicouche, un traitement PVD qui sera appliqué. Donc, si tu te souviens, il y a quelques années, la SBGC 275, c'était cette montre orange, rougeâtre, rose. Elle changeait de couleur selon l'angle. C'était un chronographe qui est sorti à Watches and Wonders. Ils ont appliqué ce traitement à cette montre, ce qu'on retrouve aussi sur le cadran vert. Pour le bleu, voici sans doute comment je résumerais. Le cadran bleu a probablement du sens pour les personnes qui n'ont pas autant de Grand Seiko. Peut-être que c'est votre première Grand Seiko, ce qui serait certainement une montre prestigieuse à acquérir pour une première Grand Seiko, mais une montre fabuleuse malgré tout. Le bleu sera sans doute la pièce la plus polyvalente, mais choisissez le vert pour faire une déclaration. Beaucoup de questions personnelles aujourd'hui. À la dernière, quel a été votre moment préféré dans votre carrière horlogère? Je n'ai pas vraiment de moment préféré, mais quelques-uns me viennent à l'esprit. Et ce sont ces moments où tu as l'impression que c'est presque comme une expérience hors du corps. L'un d'eux, je dirais, c'était lors de notre tout premier événement Grand Seiko, et c'était en 2024. Et nous avons le 3e événement Grand Seiko qui arrive, donc c'est en train de devenir une sorte de rendez-vous annuel chaque mois de juin qu'on organise à Cleveland, Ohio. Donc si tu veux venir, je mettrai un lien dans la description ci-dessous. Mais c'était incroyable à voir parce que tu publies des vidéos en ligne depuis toutes ces années. C'était comme le tout premier événement qu'on ait jamais organisé. Et ensuite, voir des gens arriver avec qui tu as pu créer des liens. Et ils sont réellement devant toi. Je me souviens d'être debout, micro en main, face à une foule pour la première fois. J'étais vraiment ému et je ne savais pas comment gérer cela.
C'était génial car c'était comme la matérialisation du fait que d'habitude, je parle simplement à une caméra. Je sais qu'il y a des gens derrière la caméra et j'apprécie tout le monde, mais parfois, je n'en prends pas vraiment conscience. Des gens regardent cette vidéo en ce moment, c'était surréaliste. Évidemment, quand j'ai ouvert le magasin ce premier jour, cette première vidéo d'annonce en 2024, c'était un moment surréaliste. Et juste voir le soutien que vous m'avez apporté à moi et à mon équipe, c'était incroyablement gratifiant. Et ça paraissait naturel. Mais je veux dire, il y a eu tellement de grands moments. Ça a vraiment été une aventure de folie. Je suis comme un de ces gars qui a la chance de faire quelque chose qu'il aime chaque jour. J'entends toutes ces personnes dire « Suis ta passion, suis ta passion ». Moi, je n'ai rien poursuivi du tout. Je me sens vraiment chanceux d'être dans la position dans laquelle je me suis retrouvé au final. La chance compte beaucoup. Je travaille dur, mais c'est vous qui avez rendu cela possible. Donc, ces moments-là, vraiment, ils se résument au fait de savoir que j'ai pu créer un lien d'une certaine manière avec vous et que je peux encore m'exprimer à travers quelque chose qui me passionne chaque jour. Ces moments sont gratifiants, que ce soit en rencontrant des gens ou en lisant des commentaires de soutien en ligne. On réalise alors son rêve. Merci à tous. Je dis souvent que si je dois me répéter, je préfère le faire pour exprimer de la gratitude. Merci de me l'avoir permis. Voilà, c'était la séance de questions-réponses d'aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'avoir envoyé ces questions. Si vous voulez participer à une prochaine séance de questions-réponses, assurez-vous de nous suivre sur tous nos différents réseaux sociaux. Nous publierons cela sur Facebook, Instagram, X et l'onglet Communauté de YouTube. Je prends aussi les questions de tous ces endroits. Donc, si vous voulez qu'on réponde à votre question à l'avenir, c'est un excellent endroit pour le faire. Mais les gars, merci encore beaucoup d'avoir regardé. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt